Merci de rester avec nous sur Radio J et bien sûr, comme chaque semaine, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Élie Korchia, le président du Consistoire central pour sa chronique. Bonjour Élie. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J, comme toutes les semaines avant Shabbat. Bien sûr, l'actualité qui a marqué ces derniers jours, c'est ce fameux projet de résolution signé par 39 députés du groupe de l'Union de la gauche à l'Assemblée nationale, la NUPES, texte qui qualifie Israël d'État d'apartheid. Et vous souhaitiez y revenir ce matin, Élie. Oui, tout à fait. Ça me paraissait essentiel d'en parler ce matin devant vous et dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent que ce qui s'est passé cette semaine est effectivement quelque chose d'inacceptable. C'est quelque chose de récurrent. Pierre-André Taguieff, dans Le Figaro, l'écrit parfaitement bien. Il raconte et il explique comment cette résolution qui est demandée, dont on sait très bien en fait qu'elle n'arrivera jamais au bout, mais c'est un symbole très fort de la haine d'Israël. C'est un marqueur. Exactement. C'est un nouveau marqueur. Et Pierre-André Taguieff explique très bien, il remet ça dans un contexte historique et il démontre en quoi depuis une cinquantaine d'années finalement, depuis l'après 1967, eh bien il y a toute une partie d'une extrême gauche radicale qui s'en prend à Israël avec une violence inouïe pour délégitimer Israël, pour essayer d'attaquer Israël, et finalement leur rêve sous-jacent ce serait d'éliminer l'État d'Israël. Et donc on remet bien ça en perspective à travers cet article que je recommande à toutes celles et ceux qui nous écoutent de lire, tout comme il faut lire aussi dans Causeur l'article de Céline Pina qui explique parfaitement bien quant à elle combien à travers cela il y a un clientélisme communautariste chez ces députés NUPES aujourd'hui, qui sont 38 à avoir co-signé ce texte qui est considéré à juste titre à mon sens comme un texte de la honte, principalement des députés communistes, quelques écologistes. Notamment le candidat à la présidentielle, Fabien Roussel. Tout à fait, on nous avait promis les jours heureux. Là, on est quelques mois après l'élection présidentielle. Je regrette vraiment que ce candidat qui était apparu pour certains et certaines sous un autre jour que la vieille garde communiste qu'on avait pu connaître il y a quelques années, et bien finalement retombe dans ses travers. Et Céline Pina, comme Pierre-André Taguieff, explique bien aussi que derrière tout cela, il y a un antisémitisme larvé. Ce nouvel antisémitisme qui avait été adopté à l'Assemblée nationale, vous savez que la nouvelle définition de l'antisémitisme qui considère que parfois l'antisionisme est un visage déguisé de l'antisémitisme. Le président Emmanuel Macron l'avait très bien rappelé lui-même dans un discours. Et bien là, nous avons pour moi un exemple concret de ce que cela signifie à travers une expression que vous avez dans cette vingtaine de pages de cette résolution de la honte. Eh bien, vous avez un terme qui parle de racial. De groupe racial. Oui, de groupe racial. Effectivement, et ça a choqué beaucoup de monde, y compris d'ailleurs une partie de la gauche. Mais bien sûr, Eva. Mais d'ailleurs, parmi la NUPES, vous avez quelqu'un comme Jérôme Guedj qui s'est opposé, qui s'est élevé face à ce texte. J'aurais aimé que d'autres personnes de la NUPES, et pas seulement... Anne Hidalgo aussi l'a fait. Voilà, c'est important. Et il y a également un élu communiste sur lequel on peut ne pas être d'accord sur tout ce qu'il dit par rapport à Israël, parce qu'effectivement, il y a des choses qui se discutent, et pour les communistes, ça se discute très loin, mais en tout cas, il est effectivement contre ce terme d'apartheid. J'ai lu aussi ce texte qui honore effectivement cet élu, parce qu'effectivement, il y a cette résolution qui ne passe pas, pour reprendre l'expression qu'il a utilisée. Mais pour revenir sur ce terme de groupe racial, qui vise-t-on ? On sait très bien qu'on ne vise pas un groupe israélien, ça n'a pas de sens. Eh bien, la seule race, le seul groupe racial qui est visé à travers cet antisionisme, à travers cette haine de l'État d'Israël, de l'État juif, de l'État hébreu, eh bien, ce groupe racial qui est visé, c'est effectivement c'est effectivement les Juifs. Et ça revient à cet antisémitisme traditionnel qu'on a pu connaître précédemment. Et c'est ce qui transpire, c'est cet antisémitisme qui transpire à travers cet antisionisme. Et donc, c'était très important d'en parler ce matin. Je citais Taguieff, je citais Céline Pina. On peut citer aussi politiquement deux communiqués qui ont été parfaitement clairs. Le premier qui vient du Sénat,
avec un élu emblématique de la droite, des Républicains et du centre. C'est le premier vice-président du Sénat, Roger Carucci, qui a co-signé avec Hervé Marseille un communiqué parfaitement clair. Et puis aussi, il faut citer le communiqué qui a été pris par le groupe Renaissance, le groupe de la majorité présidentielle, avec Aurore Berger, qui est la présidente du groupe d'amitié France-Israël, et évidemment avec aussi Sylvain Maillard, qui est très actif sur cette question et qui aussi s'est positionné d'une façon très claire. Et je voudrais dire un dernier mot sur ce sujet, sur un communiqué qui a été établi. Alors on n'est plus chez les penseurs comme Taguieff ou Céline Pina, qui peuvent être des historiens ou des spécialistes des politologues. On n'est plus sur des politiques. On est sur l'amitié judéo-chrétienne de France, qui a fait aussi un communiqué cette semaine extrêmement clair en disant que celles et ceux qui ont osé co-signer ce texte honteux, mettent aussi en danger quelque part, à travers cet antisémitisme. Ils importent un conflit au Proche-Orient. Je ne sais même pas combien parmi ces 38 avaient déjà mis un pied seulement en Israël pour voir cette démocratie, cette seule démocratie en Israël où des Arabes israéliens peuvent être députés, peuvent être ministres, dirigent des hôpitaux et évidemment beaucoup d'autres exemples. On est bien loin du régime de l'apartheid qui était celui de l'Afrique du Sud de 1948 à 1990 avant l'époque de Mandela. Et puis en plus, ça banalise l'apartheid aussi. Et nous, on a ce même problème en tant que juifs quand on banalise la Shoah. Il y a un amalgame avec le régime de l'apartheid durant ces 42 ans en Afrique du Sud. Et moi, je pense que ce ne sont pas seulement les Juifs, c'est aussi tous ceux qui ont pu connaître ou subir ce régime de l'apartheid qui peuvent avoir honte de cet amalgame honteux qui est fait avec l'État d'Israël, seule démocratie au Proche-Orient. Et l'amitié judéo-chrétienne de France a bien fait aussi de s'insurger face à cela en disant que ça met aussi en danger des Français de confession juive qui aujourd'hui peuvent subir cet amalgame. Et on sait très bien que dans d'autres affaires criminelles, moi qui étais notamment l'avocat de Samuel Sandler et son épouse, on sait très bien que pendant ce procès de l'attentat d'Ozar Torah, dans le box des accusés, on sait aussi que tant par rapport à l'assassin qui avait commis ces crimes terroristes que par rapport à d'autres personnes, il y avait cette résurgence, le prétexte de ce que font subir les Juifs prétendument en Israël aux Palestiniens. Alors, il faut avoir une rigueur quand on est juif, on l'a vu notamment par rapport à une rigueur politique, et puis il faut se souvenir aussi, ce matin, c'est un roman graphique que vous nous conseillez, Élie Korchia. Votre livre de la semaine, c'est « Après la rafle ». Tout à fait. Cette sombre résolution a été déposée à l'Assemblée nationale, vous le savez, quelques jours à peine, avec quelques jours de distance avec les commémorations du 80e anniversaire de la rafle du Vel-d'Hiv. Il y a ce livre, ce roman graphique que je recommande, c'est Après la rafle, une histoire vraie tirée de la vie de Joseph Weissmann. Joseph Weissmann, ce garçon, il l'a dit, ce gamin de la butte Montmartre qui se retrouve pris dans l'enfer des arrestations du 16 et 17 juillet 1942, qui se retrouve évidemment parqué au Vel-d'Hiv, ensuite au camp de Beaune-la-Rolande. Ses deux parents et ses deux sœurs vont être déportés à Auschwitz et ne reviendront jamais des camps de la mort. Et lui, il va réussir avec un gamin comme lui, Joe Kagan, qui va se retrouver ensuite aux États-Unis, qui va partir après la guerre aux États-Unis. Il va réussir à s'évader du camp de Beaune-la-Rolande. Et on voit la vie de ce gamin, l'arrestation, sa vie avec sa famille, évidemment son évasion du camp de Beaune-la-Rolande, l'horreur, je dis bien l'horreur de la façon dont ils vont être parqués au Vel-d'Hiv et comment ils vont se retrouver ensuite au camp de Beaune-la-Rolande. Et puis, qu'est-ce qu'il va devenir plus tard, lui qui va construire une famille. Et ma chère Eva, et puis surtout, oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut absolument voir les images. Le graphisme est magnifique. Donc, après la rafle, basée sur l'histoire de Joseph Weissmann, rescapé de la Shoah et de la rafle du Vel-d'Hiv. Merci. C'est publié aux éditions Les Arènes et je vais vous lire deux lignes. Page 114, vous verrez, il est écrit, il s'explique devant des étudiants et il finit en disant « Je suis de nationalité française, mais je ne suis d'aucune race, ni supérieure, ni inférieure. Je suis membre de la race humaine. » Ça fait un lien avec ce dont on discutait en début d'émission. Merci beaucoup, Élie, et on vous retrouve à la rentrée. Exactement. On vous souhaite des bonnes vacances. Bonnes vacances et bon mois d'août. Bonnes vacances, merci.